La pilule, ça a été avant tout la libération des femmes, ça a été le moyen pour toutes et pour chacune de contrôler les naissances. Est-ce que grâce à la pilule, votre vie a changé? Ah oui. Assurément, j'ai un équilibre dans mon ménage que je n'avais pas avant. Qu'est-ce que vous pensez que ça a apporté aux femmes ? Déjà beaucoup de liberté. La contraception, elle a quand même permis aux femmes effectivement de dissocier sexualité et procréation. Elle leur a permis d'accéder à une autonomie financière, à une autonomie sociale, à une autonomie professionnelle. La pilule contraceptive a souvent été décrite comme une étape majeure dans l'émancipation féminine. C'est le moment où les femmes peuvent enfin décider ou non d'avoir un enfant, décider du moment opportun pour pouvoir poursuivre une carrière ou leurs études. C'est aussi décider d'un moyen de contraception sans l'avis de leur mari pour se libérer du contrôle des corps par les hommes. Alors comment expliquer qu'aujourd'hui la pilule soit autant décriée ? En cause d'abord les nombreux effets secondaires. Pour la pilule Méliane, la liste semble sans fin. Plus d'une fois sur 10, maux de tête et saignements irréguliers entre les règles. 1 à 10 fois sur 100, des nausées, candidose vaginale, modification de l'humeur dont dépression, modification de la libido, nervosité, étourdissement, vomissement, douleur abdominale, acné, rétention d'eau, prise ou perte de poids. 1 à 10 fois sur 1000, des crampes abdominales, des ballonnements, éruptions cutanées, augmentation ou diminution de l'appétit, cloasma, chute de cheveux, hypertension artérielle. 1 à 10 fois sur 10 000, des réactions allergiques sévères, hyperglycémie, irritation oculaire, jaunisse, nodules sur la peau, phlébite, embolie pulmonaire, infarctus ou accident vasculaire cérébral. C'est un AVC qui a lourdement handicapé Marion Lara en 2006. 4 ans plus tard, une gynécologue lui apprend que c'est une pilule de 3e génération, Méliane, qui doit être mise en cause dans son accident. En 2012, elle devient la première lanceuse d'alerte française contre la dangerosité des pilules de 3e et 4e génération quand elle porte plainte contre le laboratoire français Bayer qui avait fabriqué sa pilule et contre l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui avait laissé vendre ces produits. L'instruction a été ouverte en 2020, mais entre-temps, maître Jean-Christophe Coubris, son avocat, a ouvert plus de 340 dossiers en lien avec des pilules de 3e et 4e génération. Ces pilules ne sont plus remboursées par la sécurité sociale. En effet, l'ANSM reconnaît que 10 à 30 personnes meurent chaque année à la suite de la prise de ce genre de contraceptif. Mais dès les années 1970, la question des effets secondaires était déjà là. La journaliste américaine Barbara Zeman travaillait dans les magazines féminins sur les questions de santé. Elle publie en 1970 The Case Against Doctor's Pill sur les dangers des nouvelles pilules combinées à l'œstrogène. Son retentissement est tel que le Sénat américain lance des auditions où aucune femme ne participera pour étudier la question. Face aux mobilisations féministes pendant les auditions, le Congrès américain adoptera finalement l'obligation de baisser les taux d'hormones dans ces pilules, mais surtout l'obligation d'information des médecins et des laboratoires sur les dangers encourus. C'est le début des notices de contraceptifs avec la liste des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est aussi ce qui coince dans la recherche pour une pilule masculine. Troubles de l'érection, baisse de la libido, dépression sont autant de phénomènes qui effraient les consommateurs potentiels. Si la pilule masculine ne trouve pas son marché, les recherches ne risquent pas d'avancer. Or, ce n'est pas sans conséquences. Aujourd'hui, la contraception est supportée en majorité par les femmes. Pilules, stérilées, anovaginales, spermicides, patchs contraceptifs, cap cervical ou ligature des trompes, les possibilités sont riches. Pour les hommes, préservatifs et vasectomie restent de mise, même si on voit l'apparition du slip chauffant qui commence à connaître son petit succès. Il faut dire qu'à l'exception du préservatif, il existe un réel manque d'informations sur ces autres méthodes. Beaucoup d'urologues considèrent encore que la vasectomie équivaut à une castration, notamment parce que les opérations restauratrices sont aléatoires. Mais cela relève aussi d'une certaine culture occidentale, qui considèrent que la fertilité des hommes est un symbole de leur virilité. Aujourd'hui, la contraception repose donc en grande partie sur les femmes. Et historiquement, le risque des contrôles de naissance a toujours reposé sur les femmes. Le retrait a longtemps été la technique de prédilection des couples, avec une efficacité plus que discutable. C'est pourquoi rien n'a arrêté l'innovation en matière de contraceptifs de fortune. Des spermicides à base de vinaigre, de ciguë, de thé vert, de poudre de plomb, d'alcool, d'acide ou encore de lait caillé. D'autres femmes fabriquaient des bouchons avec de la purée de tubercules,
avec des chiffons mélangés à des herbes médicinales ou encore avec des excréments d'alligator. D'autres encore buvaient l'eau avec laquelle on avait lavé un mort et mangeaient du pain contenant des morceaux de ruche et des abeilles mortes, ou des infusions faites à partir d'écorces de différents arbres, de jeunes d'œufs, de la bave de chameau, du plantain et du safran, ou tout simplement du plomb, du mercure ou de l'arsenic. Douche vaginale au Coca-Cola, aux désinfectants ultra toxiques, pilules de mercure, trioxyméthylène, acide borique ou acide formique injectés dans le vagin à l'aide d'un lance-poudre. Quand les femmes survivaient à de tels procédés, il arrivait souvent qu'elles finissent définitivement stériles ou blessées à vie. L'histoire de la pilule porte les stigmates des préjugés sexistes de nos sociétés. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter aux années 30, lors des recherches fondatrices sur les hormones reproductrices. Un des pays en pointe sur le sujet est l'Allemagne. Le contexte est très particulier. Recherche biomédicale de haut niveau avec l'Institut Kaiser Wilhelm, une industrie pharmaceutique de pointe avec IG Farben ou Schering par exemple, et la biopolitique du régime nazi d'Hitler. Le gouvernement tient à avoir une politique contre le déclin de la population, liée selon lui au refus des femmes d'avoir des enfants et à la baisse de virilité des hommes. Deuxième priorité, la politique d'hygiène raciale. La race aryenne doit se reproduire et les races inférieures doivent disparaître. Les recherches sur les hormones sexuelles sont donc marquées par ces volontés eugénistes. Avec cela, peu de considérations sont faites sur les potentiels dangers des thérapies hormonales proposées aux femmes proches de la ménopause pour augmenter leur fertilité. Ce manque d'éthique médicale atteindra son apogée avec les stérilisations forcées dans les camps de concentration nazis. Karl Klauberg, financé par le laboratoire Schering, entraînera la mort d'environ 300 femmes et stérilisera définitivement 700 autres. La recherche sur les hormones n'est pas propre à l'Allemagne, mais on en retrouve les schémas partout. Et l'invention de la pilule en est une preuve parfaite. C'est l'œuvre de 4 personnes. La fondatrice du planning familial, Margaret Sanger, s'est battue toute sa vie pour donner aux femmes des moyens de contraception. Elle rencontre dans les années 1950 le biologiste Gregory Pincus et le charge de réaliser son projet, une simple pilule pour empêcher toute grossesse. Margaret Sanger assure ensuite le financement de ce projet par la philanthrope féministe Catherine McCormick. Et le dernier, et pas des moindres, c'est le docteur John Rock, qui, avec Gregory Pincus, accepte de mener des essais sur êtres humains, une première. Or, ces 4 personnages montrent toute l'ambivalence de la pilule contraceptive. Libération des femmes, oui, mais à quel prix ? Margaret Sanger veut trouver cette pilule magique parce qu'elle est persuadée que la société se porterait mieux si les familles pouvaient contrôler les naissances. Elle est aussi adepte de l'eugénisme négatif. Pour elle, la contraception doit d'abord être administrée aux femmes pauvres qui transmettraient à leurs enfants tous les vices sociaux de la misère. Si les motivations sont plus complexes qu'il ne semble, les moyens mis en œuvre pour réaliser ce projet ne sont pas plus roses. Pour mener à bien le projet, il fallait tester sur des femmes et sur des femmes en bonne santé. John Rock faisait déjà des thérapies hormonales dans sa clinique en bloquant l'ovulation. Pincus, lui, avait perfectionné les dosages d'hormones de synthèse sur des animaux de laboratoire. Il commence à tester à Boston avec des femmes volontaires pour des recherches sur la fertilité. Aucune n'était au courant que le but était la contraception et la plupart abandonnent à cause des effets secondaires trop importants. Il se déplace alors à Porto Rico. Pour eux, les femmes pauvres et sans éducation de la région accepteraient plus de continuer les essais. Et surtout, pour les chercheurs, si même ces femmes sont capables de se plier à la prise régulière d'une pilule, alors toutes les femmes en sont capables. Sauf qu'à Porto Rico aussi, les femmes abandonnent face aux effets secondaires. Pincus et Rock forcent alors à suivre ces tests les femmes d'un hôpital psychiatrique du Massachusetts et d'une école médicale à San Juan. Et dernier changement de stratégie, ils proposent enfin ouvertement la pilule comme moyen de contraception à des femmes d'un bidonville de San Juan. Les essais de Porto Rico sont une tache sombre sur le tableau de la success story de la pilule contraceptive, d'autant que la mort de 3 femmes pendant ces essais ne fera jamais l'objet d'enquête. La Food and Drug Administration, l'agence américaine de régulation des médicaments, autorisera la première pilule, Enovide, en 1960 malgré ses effets secondaires et sera forcée par Barbara Zeman 10 ans plus tard à revoir sa copie. Et cette première pilule continue d'avoir des effets sur la contraception actuelle. Peu de personnes aujourd'hui se demandent pourquoi elles continuent d'avoir leurs règles, même sous pilule. Pourtant, ces règles n'en sont pas vraiment. Tous les cycles menstruels, le corps se prépare à une grossesse, en formant une couche épaisse d'endomètre sur les parois de l'utérus.
Pendant ce temps, un ovule est libéré, c'est l'ovulation. S'il est fécondé, la grossesse peut commencer, sinon l'endomètre se détache et est évacué, c'est les règles. Or, la pilule maintient des niveaux d'hormones élevés qui empêchent toute ovulation. Sans ovulation, pas de production d'endomètre, sans endomètre, pas de règles. Pincus et Rock pensaient que simuler une semaine de règles permettait de rassurer les femmes sur l'efficacité de la pilule. Ils décident donc d'arrêter brutalement la prise d'hormones au bout de 20 jours, ce qui provoque des saignements de privation. Plus tard, Rock s'est servi de cet argument pour rendre acceptable la pilule à une heure où l'Église catholique était encore très influente. Le docteur, catholique lui aussi, affirmait que la pilule ne faisait qu'imiter les cycles naturels de démenstruation et n'était donc pas contraire aux principes de l'Église. En 1968, quand le pape Paul VI affirme que tout moyen de contraception est intrinsèquement mauvais, 12 millions de femmes sont déjà sous pilule. Toutefois, pour que ces saignements de privation arrivent, Pincus et Rock mettent en place une administration assez particulière. La pilule Enovit doit être prise 5 jours après le début des menstruations, et ce pendant 20 jours, avant d'être arrêtée pendant 5 jours consécutifs. Dans la famille de David et Doris Wagner, la pilule devient un sujet de tension. Si Doris ne sait plus si elle a pris ou non sa pilule, elle doit vider son flacon, compter les pilules restantes, le soustraire au nombre original de comprimés et regarder son calendrier. Cela entraîne un stress important pour le couple qui ne veut vraiment plus d'enfants, et David demande constamment à sa femme si elle a pris ou non son comprimé. Alors, en 1961, David Wagner met au point son distributeur à pilule. Sa femme n'a plus qu'à tourner le disque sur le jour correspondant et à prendre sa pilule ou ajouter le papier correspondant à ses 5 jours de règles. Par la suite, la marque Ortho Pharmaceuticals reprend l'idée avec son packaging Dialpac et une flopée de campagnes marketing affirmant que les femmes n'étaient pas assez attentives pour suivre les instructions des autres pilules. Dialpac se souvient pour elle, simple à expliquer pour vous, simple à utiliser pour elle. En 1969, une autre marque pionnière sur le marché, Searle, met au point une pilule prise pendant 21 jours, suivie d'une semaine de comprimés placebo, la pilule telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors voilà, un petit retour dans le passé permet de comprendre toute l'ambivalence de la pilule. Elle a été majeure dans le combat pour l'émancipation des femmes, en leur permettant de choisir quand et combien elles auraient d'enfants. Mais encore aujourd'hui, la pilule porte les stigmates de son passé. Le peu de considération apporté à la qualité de vie des personnes sous pilule explique pourquoi, encore aujourd'hui, les effets secondaires modifient drastiquement leur quotidien. Le manque d'informations données par les professionnels de santé sur les moyens de contraception explique pourquoi, dans 80% des cas, ils préconisent une pilule œstroprogestative alors que le DIU au cuivre ou stérilé est moins dangereux et plus efficace, par exemple. Si les femmes ont été grandement aidées par la pilule, elles en sont aussi les plus grandes victimes.